Chers confrères, honorable assistance, bonjour à tous. Très content d'être là parmi vous aujourd'hui. J'étais tout d'abord surpris quand on m'a contacté pour me demander de parler de l'apnée du sommeil. Je suis cardiologue interventionnel et je me suis dit que peut-être quelqu'un avait cafeté parce qu'il m'arrive de roupiller un petit peu en salle de cathé entre deux patients. Mais en fin de compte, je pense que plus sérieusement, l'apnée du sommeil est un grand pourvoyeur d'hypertension artérielle réfractaire, d'insuffisance cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Ceci explique que le cardiologue, au même titre que le pneumo, que le médecin interniste, que le médecin généraliste et que tous les intervenants qui participent à l'apnée du sommeil doivent s'impliquer dans cette pathologie. C'est une pathologie où la mortalité globale et cardiaque est très importante, plus élevée que la population générale. Et au fait, cette surmortalité survient le plus souvent entre minuit et 6 heures du matin et elle est proportionnelle à la sévérité de cette apnée ou de cette hypopnée. Avant d'aborder le sujet, je voudrais revoir avec vous le sommeil. Donc en fait, le sommeil se compose de deux parties, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ces deux parties représentent le cycle du sommeil et durant la nuit, on fait plusieurs cycles du sommeil qui font à peu près 1h30 de durée. C'est comme les wagons d'un train et qui sont séparés, comme vous le voyez ici, par de courts éveils. On estime en général qu'un adulte moyen dort dans sa vie 24 ans. Donc c'est un petit peu moins que le tiers de notre vie. Les principaux troubles du sommeil qu'on peut rencontrer, c'est les insomnies, les troubles respiratoires tels que l'apnée du sommeil, notre sujet d'aujourd'hui, les syndromes d'hypoventilation, les syndromes des mouvements périodiques des membres inférieurs, les hyposomnies, les narcolepsies, etc. On estime que près de 15 à 20% de la population générale souffre d'un quelconque trouble du sommeil, qui se trouve être, dans 60% des cas, une apnée du sommeil. Donc il y a deux types d'apnée du sommeil, l'apnée centrale et l'apnée périphérique ou obstructive. Et c'est celle-là sur laquelle on va un petit peu s'étaler aujourd'hui et à laquelle on va s'intéresser. Elle est définie comme une obstruction répétitive du pharynx pendant le sommeil. Si l'obstruction est partielle, elle donnera de l'hypopnée. Si l'obstruction est complète, elle donnera de l'apnée, avec des symptômes qui seront associés à ça. L'apnée étant définie comme un arrêt du débit ventilatoire de plus de 10 secondes, et l'hypopnée étant définie comme une diminution du débit ventilatoire de plus de moitié, pendant 10 secondes bien sûr, ou de moins de moitié, mais qui est associée quand même à des signes de désaturation ou à un micro-éveil. Pour être plus spécifique, on va définir le syndrome d'apnée du sommeil sur des critères polysomnographiques ou polygraphiques qu'on va voir tout de suite, associés à des critères cliniques qui peuvent traduire soit une somnolence diurne excessive non expliquée, soit des anomalies du sommeil telles que le ronflement, les sensations d'étouffement, des éveils répétés pendant le sommeil, un sommeil non réparateur, des difficultés de concentration, etc. Pour localiser un petit peu le problème, il faut savoir que ce n'est pas aussi rare que ça. On estime qu'un adulte sur 15 souffre d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, 9 patients apnéiques sur 10 s'ignorent. C'est une pathologie qui touche les hommes après 45 ans et qui sont souvent concernés par une surcharge pondérale et une anatomie de leur cou qui est un peu particulière, un cou qui est court. Et les syndromes d'apnée du sommeil seraient responsables de 25% des accidents de la route. Comme on le voit sur cette courbe, donc la prévalence de l'apnée du sommeil augmente avec l'âge, et on estime que si un médecin généraliste voit en consultation 20 patients par jour, il est censé avoir au moins 6 patients par semaine qui font de l'apnée du sommeil modérée à sévère. Quels sont les facteurs de risque qui prédisposent à cette apnée du sommeil? Donc le surpoids et l'obésité, le sexe masculin comme on l'a dit, l'âge, le tabac, la consommation d'alcool, les médicaments sédatifs, la ménopause et bien sûr les malformations maxillofaciales. On citera donc les déviations de la fosse nasale, on citera les hypertrophies amygdaliennes, la macroglossie, etc. Pour comprendre un petit peu les conséquences cardiovasculaires de l'apnée du sommeil, il faut faire un bref rappel de physiopathologie. Donc durant le sommeil, normalement, il y a une stimulation du système parasympathique qui aboutira à une bradycardie et une chute de la pression artérielle aux alentours de 10 à 15%. En cas de syndrome d'apnée du sommeil, il y a une hypoxie, une hypercapnie. Les micro-éveils, les modifications de la pression et du volume intrathoracique font qu'il y a une stimulation sympathique, une décharge adrénergique qui fait perdre cette fameuse chute de la pression artérielle.
Donc on commence par ces phénomènes d'hypoxie, d'hypercapnie et de micro-éveil qui donneront une activation du système sympathique, une dysfonction endothéliale, un stress oxydatif, une inflammation, des anomalies de la coagulation et une dysrégulation métabolique. Et l'ensemble de ces phénomènes aboutissent en fin de compte aux pathologies cardiovasculaires qu'on connaît, donc l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les arythmies cardiaques, l'ischémie et l'accident vasculaire cérébral. Donc, quand pensez au syndrome d'apnée obstructive du sommeil, donc en général, c'est soit une plainte du conjoint, donc le conjoint rapporte des renflements ou bien des pauses respiratoires de son propre conjoint, soit c'est des signes d'appel tels que la fatigue excessive, l'endormissement fréquent dans la journée, et bien sûr les symptômes associés, à savoir l'hypertension artérielle, l'impuissance, les céphalées matinales, la polyurie nocturne et certains troubles de la vigilance ou de la mémoire. Par contre, pour le cardiologue, le contexte est un petit peu différent. Il nous arrive d'évoquer l'apnée du sommeil face à des patients qui présentent de l'hypertension artérielle résistante. Parfois, quand on fait de la mesure ambulatoire de la pression artérielle, on constate que cette pression ne chute pas durant la nuit. C'est ce qu'on appelle le profil non-dipper. Des patients qui se plaignent de palpitations nocturnes, des troubles du rythme qui peuvent être évoqués au Holter ou bien des accélérations de la fréquence cardiaque nocturne au Holter nous font penser à cette apnée du sommeil. Et bien sûr, parfois, dans le cadre du diagnostic étiologique d'un accident vasculaire cérébral, lorsque le bilan habituel, donc Holter, échographie, échothoracique et œsophagien sont normales, on est en droit d'évoquer un syndrome d'apnée du sommeil. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a évoqué ça? Donc on doit faire d'abord un interrogatoire du patient, on va apprécier la qualité du sommeil et rechercher une éventuelle somnolence. Donc je vous rapporte ce score, donc on posera 5 ou 6 questions concernant la qualité du sommeil et concernant l'existence ou non d'une somnolence. Chacune de ces questions est notée de 0 à 3 et donc le score est considéré pathologique lorsqu'il dépasse le 10. L'examen clinique aura pour but d'apprécier la mâchoire, le nez, et donc de rechercher éventuellement des facteurs prédisposant à cette apnée du sommeil. On appréciera le grade de l'obésité, on mesurera le tour de taille, la pression artérielle, etc. Ensuite, les sociétés savantes recommandent actuellement de ne plus se baser sur des scores qui peuvent prédire l'existence ou non d'une apnée du sommeil. Donc, pour les sociétés savantes, il faut aller d'emblée à une polygraphie, voire même à une polysomnographie. La polygraphie, au fait, c'est un petit appareil, vous allez le voir ici, qui comprend donc un saturomètre, une canule nasale, une sangle thoracico-abdominale afin d'apprécier les mouvements thoraco-abdominaux, donc un micro pour enregistrer les ronflements et un capteur de position du patient. On peut donner l'appareil au patient, il part à la maison, il dort, le lendemain il revient et on va lire un petit peu comme on lit la MAPA, comme on lit le Holter et on peut voir ce type d'enregistrement. Donc c'est un patient qui fait une pause. Donc vous voyez ici, c'est le flux nasal, donc il fait une pause respiratoire de plus de 10 secondes. Le flux buccal aussi est diminué. Donc vous voyez les mouvements thoraco-abdominaux qui diminuent. Vous voyez ici la saturation qui diminue, la fréquence cardiaque qui commence à augmenter tout de suite après la reprise de la respiration. Et là, on comprend que ce patient va se réveiller, va faire des pics hypertensifs, va faire de la tachycardie. Le polysomnographe, en fait, c'est un polygraphe qui est un peu plus développé, qui contient plus de capteurs, donc des capteurs des signaux neurophysiologiques tels que l'encéphalographie, l'électrooculographie et l'électromyographie. Des capteurs afin de détecter les variations du système végétatif, respiration et le système cardiaque, et des capteurs comportementaux qui vont détecter la position du patient, on peut s'aider de vidéos, etc. Et ça, en général, ça se fait dans un laboratoire du sommeil. Pour grader la sévérité de l'apnée du sommeil, donc il est recommandé de prendre en compte 2 composantes, l'indice apnée-hypopnée et l'importance de la somnolence diurne. On prendra le plus sévère des deux pour dire si l'apnée du sommeil est légère, modérée ou sévère. Pour l'indice apnée-hypopnée, on parlera d'apnée du sommeil légère si on fait 5 à 15 événements par heure, elle sera modérée si on fait 15 à 30 événements par heure, et l'apnée du sommeil sera, sévère si on fait plus de 30 événements par heure. Par contre, concernant la somnolence, on parlera de somnolence légère si la somnolence apparaît pendant des activités nécessitant peu d'attention, quelqu'un qui est en face de la télévision, quelqu'un qui est en train de lire ou quelqu'un qui est passager dans une voiture. On parlera de somnolence modérée si elle apparaît pendant des activités nécessitant plus d'attention, donc un concert, une réunion, ma présentation. On parlera aussi donc de somnolence sévère lorsqu'elle apparaît lors des activités de la vie quotidienne, telles que le fait de manger ou à la fin d'un repas, le fait de tenir une conversation, de marcher, de conduire, etc.
Les autres examens, pour nous, en général, quand on dépiste une apnée du sommeil, je vous avais parlé donc de l'HTA résistante, donc il faudra aller chercher cet HTA masqué, le patient qui vient au cabinet avec une tension normale, mais qui fait des tensions élevées à la maison, donc on mettra une mesure ambulatoire de la pression artérielle. On peut indiquer aussi un Holter ECG, surtout si le patient rapporte des palpitations, ça nous permettra de voir ce qui se passe durant ces palpitations, pour arriver en fin de compte au traitement du syndrome de l'apnée du sommeil. Donc la pression positive continue, ou la CPAP, représente actuellement le traitement de référence. Au fait, elle délivre une pression fixe afin de maintenir les voies aériennes ouvertes. Encore une fois, ce n'est pas un mode de ventilation, mais c'est plutôt un mode de maintien d'ouverture des voies aériennes. Les effets sont immédiats, elle va améliorer l'architecture du sommeil, elle fait régresser les micro-éveils et elle fait disparaître la polyurie nocturne et donc du coup moins de somnolence la journée et le patient est mieux concentré. On indiquera cette CPAP quand on a un index apnée-hypopnée supérieur à 30, ça veut dire qu'on est face à une apnée du sommeil sévère. Quand on a des micro-éveils de plus de 10 événements par heure, et bien sûr on doit prendre en considération d'autres facteurs tels que l'importance de la somnolence, la profession du patient et les facteurs de comorbidité. Mais ce qui nous intéresse, nous cardiologues, et ce qui va vous intéresser vous aussi dans cette CPAP, c'est surtout ce qu'elle a prouvé de par les études en matière de morbimortalité, en matière de pathologie cardiovasculaire. On voit très clairement que le fait de mettre des patients souffrant d'apnée du sommeil sous CPAP, ça réduit déjà leur mortalité globale et leur mortalité cardiovasculaire. La CPAP va réduire les événements vasculaires mortels ou non. Donc que ce soit AVC, IDM, mortel ou non, le fait de mettre la CPAP, ça fait réduire ces événements. Le fait de mettre les patients sous CPAP, et surtout mes chers patients coronariens, eh bien, au fait, ça va faire diminuer les récidives et les événements coronariens chez ces patients. Donc, vous voyez, donc, il y a plus de survie sans nouvelle revascularisation, sans infarctus du myocarde et sans décès de cause cardiovasculaire lorsqu'on met les patients sous CPAP avec un P qui est significatif. Elle fait régresser le risque de récidive de fibrillation auriculaire. Donc, voici une étude qui a pris des patients qui font de l'apnée du sommeil avec de l'AFA. Ils ont été appareillés d'une CPAP et on voit qu'il y a moins de récidives chez les patients ayant eu une CPAP par rapport aux patients qui n'ont pas eu la CPAP. Bien sûr, pour l'hypertension artérielle, le fait d'implanter la CPAP, on aura un meilleur contrôle des chiffres tensionnels et une régression de la prévalence de l'HTA résistante. Et bien sûr, on sait que l'efficacité se maintient même au-delà d'une année de cette implantation. Ce qui a poussé les constructeurs et les fabricants d'appareils de CPAP à vous montrer ce genre d'image, donc vous voyez le patient qui est confortablement installé, il dort, on vous dit que les appareils ont été miniaturisés, ils font peu de bruit et qu'ils sont efficaces à 100%. Mais malheureusement, ce qui n'est pas dit, c'est que souvent, les appareils sont comme ça, le patient est gêné, il a du mal à dormir avec un appareillage sur le visage, sur le nez, sur la bouche, et ceci aboutit à une mauvaise compliance des patients, et donc seuls 50 à 80% des patients continuent à porter leur CPAP et à dormir avec. Ce qu'on peut proposer en dehors de la CPAP, c'est les conseils hygiéno-diététiques, l'arrêt de l'alcool, l'arrêt de la consommation des somnifères, la réduction de la charge pondérale, etc. On peut proposer des prothèses mandibulaires qui font avancer la mandibule et libérer un petit peu les voies aériennes, comme vous pouvez le voir ici. Et on peut proposer aussi de la chirurgie. Donc voici un type de chirurgie qui est couramment utilisé. Donc vous avez l'uvulopalato-pharyngoplastie. Donc au fait, on enlève la luette et une partie du palais pour permettre d'avoir des voies respiratoires plus larges et donc d'éviter l'obstruction nocturne. Et dans les cas extrêmes, nos amis maxillofaciales opèrent et font de la chirurgie un peu traumatisante pour moi. Et donc, ils avancent carrément la mâchoire afin de libérer les voies respiratoires. Mais ça, c'est vraiment pour les cas extrêmes. Qu'en est-il maintenant pour l'apnée du sommeil central? Il faut savoir que sa relation avec les pathologies cardiovasculaires est moins évidente. On pense que c'est souvent la conséquence de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est plutôt la pathologie cardiaque qui va provoquer le syndrome d'apnée du sommeil central. Il y a, en fait, l'effet de la CPAP est moins clair. Je vous rapporte ici l'étude CAMPAP qui a montré qu'il n'y avait pas de différence significative par rapport à des patients qui ont une apnée du sommeil d'origine centrale, qu'on les implante ou pas d'une CPAP, qu'on les appareille ou pas d'une CPAP, il n'y a pas de différence significative. Par contre, ce qui marche dans l'apnée du sommeil d'origine centrale, c'est les bêta-bloquants. Donc vous avez des patients qui sont en insuffisance cardiaque, on leur met les bêta-bloquants et on voit que le bêta-bloquant fait diminuer de façon statistiquement significative l'indice apnée-hypopnée. Le fait de réduire la pression de remplissage du ventricule gauche par les diurétiques et les bloqueurs du système rénine-angiotensine
améliore cette apnée du sommeil d'origine centrale. Et bien sûr, la resynchronisation cardiaque chez les patients en insuffisance cardiaque qui nécessitent la resynchronisation. Bien sûr, on ne change pas les recommandations, donc on reste sur les recommandations. Ça a prouvé que ça faisait aussi diminuer l'index d'apnée-hypopnée chez ces patients. Donc en fin de compte, mes conclusions pour vous et les messages que je voudrais qu'on sorte ensemble avec, c'est qu'au fait, la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil et surtout l'apnée obstructive du sommeil est beaucoup plus importante que ce qu'on peut croire. Et donc on considère qu'un patient sur 15 ou bien une personne sur 15 est porteuse de ce symptôme. Tout le monde doit participer au diagnostic et à la prise en charge, et surtout le généraliste qui joue un rôle crucial. Et ensemble, peut-être qu'on arrivera à réduire la morbimortalité cardiovasculaire, à améliorer la qualité de vie de ces patients et à diminuer le risque des accidents de la route. Je vous remercie.